Bonsoir à tous mes amis, ici Mister X. Les Français libres parlent aux Français libres, la résistance parle à la résistance. Les non-vaccinés aux non-vaccinés, ceux qui veulent rester humains à ceux qui veulent rester humains. Et comme toujours, sans euros et sans égaux. Alors je vous avais promis une vidéo explosive, et plus qu'explosive. Et pour co-animer cette émission avec moi, j'ai l'honneur de recevoir celle qui est un peu l'étoile au firmament de notre liberté. J'ai nommé Chloé Framery. Bonsoir Chloé. Bonsoir François, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, alors ce soir, il y a d'autres invités que je vais faire monter. Nous allons vous divulguer, je l'avais promis, un document explosif, le contrat d'achat anticipé entre Pfizer et la Commission européenne. Je montre comme toujours l'original à l'antenne, avec en tête de la Commission européenne. Vous savez que je travaille toujours sur documents. Alors, comme on le fait toujours en commençant cette émission, deux messages personnels. Le premier, c'est pour vous appeler à soutenir Martine Vonner. Martine Vonner qui est convoquée le 4 novembre 2022 à 9h30 devant la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins. Donc je lance un appel massif à tous ceux qui seront par là d'y aller, de la soutenir en masse. Vous savez le combat qu'elle a mené contre toute cette mascarade sanitaire. J'ajoute, parce que vous savez que Mister X il aime bien faire de l'histoire, je rappelle que le Conseil de l'Ordre a été inventé par le gouvernement de Vichy, Pétain-Laval, pour empêcher des médecins juifs d'exercer et pour empêcher des médecins non juifs de soigner des juifs. Je crois que cette institution est restée malheureusement fidèle à ce qu'elle était. Un petit mot aussi, ce document, donc, ce sont mes réseaux qui l'ont sorti. Il était en anglais. Nous avons une personne qui l'a traduit, donc merci à Patricia. Patricia, c'est quelqu'un qui depuis 23 ans traduit les choses dans le monde médical. Et donc sa traduction ne souffre pas, bien sûr, de contestation. Elle a travaillé avec les plus grands noms du secteur, Novartis, Sysmex, ou des sociétés d'implantologie, Antogie, Risi Implant, enfin j'en passe. Voilà. Donc Patricia, un grand merci. Un grand merci à Patricia et un grand merci à Chloé, parce que si j'ai sorti ce document, rien n'aurait lieu ce soir sans Patricia et sans Chloé. Alors, je fais monter maintenant. Voilà, Rafi, d'Agora TV. Salut Hello. mon frère. Hello tout le monde. Je fais monter le Caribouman. Salut Christophe. Bonsoir tout le monde, merci. Et je fais monter Roger. Roger Mire, bonsoir Roger. Bonsoir à tous et à toutes. Heureux d'être parmi vous et que la vérité apparaisse. Merci encore. Alors, je fais tout de suite monter la présentation. Donc, le contrat entre la Commission européenne et Pfizer pour les vaccins. Donc, nous avons ce document intégral que même les députés européens n'ont pas pu voir, sinon dans une pièce avec caviardé, sans portable et sans pouvoir prendre des notes. D'ailleurs, au passage, il y a des députés européens qui l'ont, et je vais quand même dire ici que j'ai eu contact avec Madame Virginie Joron, qui devait m'appeler d'ici ce soir, qui ne l'a pas fait, avec Madame Michel Rivasi, par personne interposée, qui ne m'a pas appelé non plus. Et je sais que ce sont des députés européens qui ont vu ce document. Donc nous ne sommes pas élus du peuple, mais nous sommes lanceurs d'alerte, nous prenons d'ailleurs des risques et nous allons vous le divulguer. Le contrat donc est un contrat d'achat anticipé, c'est-à-dire qu'on paie avant d'avoir reçu le produit, c'est du jamais vu. Il est conclu entre la Commission européenne représentée par Stella Kyriakides, commissaire à la santé et à la sécurité alimentaire, et Pfizer. Alors, dont nous apprenons au passage qu'il est domicilié au Delaware, USA, État dont Joe Biden était le sénateur, jusqu'à son élection à la Maison-Blanche, tiens donc. Et Biotech, domicilié à Mayence en Allemagne, ville dont est originaire l'inventeur des tests PCR, tiens, et donc représenté par Nanette Cossero, présidente de la division vaccin chez Pfizer. Alors, nous passons tout de suite dans le vif du sujet. À toi, Chloé. François, je crois que c'était à toi de lire ton contrat, mais si vous voulez, je peux m'y coller.
Donc, le début, c'est cet extrait que tu as trouvé. Donc, le contenu intégral des pièces jointes sera fourni dans les meilleurs délais après l'obtention de l'autorisation et avant la première expédition et pourra être mise à jour par le prestataire. Le prestataire est communiqué de temps à autre aux États membres participants. Étant entendu que toute modification apportée sera de nature pratique et ne modifiera pas de manière sensible le risque, le coût ou la responsabilité des parties, dans le cas où les modifications substantielles seraient demandées, les parties discuteront de bonne foi de l'impact de celles-ci. Donc ça veut dire que les modifications qui peuvent être apportées par la suite ne mettent pas en cause la signature du contrat entre la Commission européenne et Pfizer. Il faut quand même dire que ce contrat, avant que tu interviennes François, date à peu près de novembre 2020. Il a été fait le 20 novembre 2020. Alors en fait, Pfizer traite avec la Commission européenne et communique aux États membres ce qu'il veut quand il veut. Donc nous n'avons plus du tout, nous, Français, de souveraineté. C'est quand même quelque chose de grave. Là, ça se confirme, effectivement. Alors, deuxième diapo. Alors, on vous dit, il y a 23 pages, 23 slides, donc ça sera assez concis finalement. Alors, j'y vais. Tous les documents émis par le prestataire, contrat d'utilisation finale, conditions générales, à l'exception de son offre, sont réputés nuls et non avenus, sauf mention expresse dans les conditions particulières du présent CAA. En toutes circonstances, en cas de contradiction entre le présent contrat et les documents émis par le prestataire, le présent contrat prévaut indépendamment de la nature de la disposition contraire figurant dans les documents du prestataire. Donc en clair, aucun État membre ne peut se prévaloir des documents de Pfizer, seul le contrat fait foi. Seulement, puisqu'il est tenu secret, quel recours juridique possible? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là, les amis, sur le plateau? C'est un verrouillage, c'est un beau verrouillage en fait. Hein. Là, pour empêcher du contradictoire sur un contrat, il n'y a pas mieux. Voilà, non mais exactement. Hein, voilà, Christophe, notre juriste de service, il n'y a pas mieux. Alors, on passe à la suite. Juste pour préciser, CAA, c'est contrat d'achat anticipé, pour que tout le monde comprenne bien. Voilà, c'est ça. Donc, c'est le fameux contrat. Alors, vas-y, Chloé, la définition du conflit d'intérêts. Alors, le conflit d'intérêts, selon ce contrat, est une situation dans laquelle la mise en œuvre impartiale et objective du contrat d'achat anticipé par le prestataire c'est Pfizer, est compromise pour des raisons liées à sa famille, à sa vie affective, aux affinités politiques ou nationales, à l'intérêt économique ou à tout autre intérêt personnel direct ou indirect, ou à tout autre intérêt commun avec celui de la Commission, d'un État membre participant ou de tout tiers lié à l'objet du présent contrat d'achat anticipé. Alors c'est quand même piquant. Ouais, c'est piquant, parce que le mari de Ursula, d'ailleurs, il reste la faute d'orthographe que je t'avais signalée, mon cher François, c'est von der Leyen, non pas von der Leyen, même si c'est une hyène au demeurant, peu importe. Son mari s'appelle Heiko von der Leyen et est directeur de Orgenesis qui travaille avec Pfizer, et depuis qu'il est nommé directeur là-bas, il a eu un salaire je crois qu'il a été multiplié par 4. Voilà. Et surtout, Orgenesis a les mêmes actionnaires que Pfizer. Et elle fabrique de l'ARN messager. Je dirais qu'ils ont tous les mêmes actionnaires, c'est Vanguard et BlackRock. Que ce soit non, mais c'est quand même piquant de voir. C'est quand même piquant de voir ça. Quand même. Voilà, donc le conflit d'intérêts incarné par le couple von der Leyen. Voilà. Alors, on me dit dans les commentaires qu'il faut, quand vous ne parlez pas, de couper le micro parce qu'il y a des parasites. Alors, on continue. Attends, on revient juste sur la slide d'avant. Je rappelle aussi que le fils de Ursula et de Heiko, je présume, s'appelle David et a travaillé de 2013 à 2016 pour McKinsey. Eh bien, donc ça complète. Bien évidemment. Bien évidemment, comme d'autres qui ont travaillé chez NL et Associés, qui avaient des relations avec McKinsey. Voilà. Alors, continuons. Alors, vice caché, allons-y, désigne un défaut entraînant la non-conformité du produit avec les cahiers des charges applicables dont l'État membre participant concerné peut démontrer la présence au moment de la livraison du produit, mais qui n'aurait pas pu être détecté à la livraison par inspection visuelle par l'État membre participant, ses représentants ou leur personnel. Donc vous avez bien lu, parce que les substances contenues dans ces injections, les substances toxiques, d'après ça, ce n'est pas des vices cachés, malgré le nombre de morts. Elles ne peuvent pas se détecter par inspection visuelle, n'est-ce pas?
Et en plus, puisque les contrats membres n'ont pas connaissance du contrat jusqu'à preuve du contraire, vous voyez où ils veulent nous amener. Est-ce qu'on peut faire une petite pause sur les slides pour que je vous montre une intervention de Christian Terre, qui est eurodéputé roumain. Il a dit ces mots le 10 octobre et ça dure 2 minutes. Oui, Pour oui, oui, vous oui. remettre un petit peu Alors dans le attends, contexte. je fais descendre les slides Et et tu peux lancer ta vidéo, Mais Chloé. tu peux valider. Oui, oui, bien D'abord. sûr, voilà. Voilà. Et maintenant, je vais dessus et je vais lancer le film, la vidéo. I was paying very close attention to everything that was said here, and I cannot hide my shock. And, you know, nobody answered concrete questions that all of my colleagues asked. We heard allegations here and statements from the representative of Pfizer stating, and I quote, that they cannot release the contracts because they have certain interests. What about the interests of the people? What about their health? Because it's our authority. C'est juste une petite pause pour dire qu'il est en train de nous dire que le contrat Pfizer a été caché parce que Pfizer avait des intérêts et allait avoir un préjudice si le contrat était montré. Voilà, On me dit que tu as un écho dans ton micro, Chloé. Alors, depuis que je suis avec vous, effectivement, il y a un écho, c'est ce que je vous ai signalé au début de la soirée. Alors, je ne sais pas faire autrement, malheureusement. D'accord. Désolée. To make sure that we get to the bottom of this. So the first question that I address to you is the following. Just yes or no. When exactly are you going to fully publish the contract that you signed between Pfizer and the European Commission? Donc là, il est en train de demander à quel moment la Commission européenne va publier le contrat signé avec Pfizer, le fameux contrat dont on parle ce soir. Second question. You were mentioning the risks, and you gave us some billions of euros that your company invested in producing these vaccines. What about the health of the people who are actually put at risk by being injected with these medical products that clearly, in some cases, might have adverse effects? Là, il vient de dire qu'il y a des risques exposés par Pfizer à divulguer le contrat. Et il demande, mais qu'en est-il des risques pris par les personnes qui se font injecter ce produit et par les États membres qui se mettent, qui s'exposent en fait parce que c'est eux qui prennent toutes les responsabilités dans ces contrats. So the second question is Pfizer liable according to the secret contracts that none of us saw? So we want to know exactly. Is Pfizer liable or responsible for any adverse effects produced by your own products? Third question. Has Pfizer had access to the coronavirus before December 2019 when we knew about it? And here's the reason why I'm asking for it. The whole world found out about the COVID or coronavirus in December of 2019. On January the 11th, 2020, the Chinese government published, and I quote, the genetic data of this vaccine, of this virus. But in the data that your company submitted to EMA in order to receive marketing authorization, you provided data showing that you tested your medical product, and I quote, you started the test on January 14th, 2020. So I'm asking you, how is it possible that in 3 days, after the whole world found out the genetic data of this virus, your company already tested the vaccine on mice? Thank you. Alors là, la dernière question, c'est, il demande, est-ce que la Commission européenne avait connaissance, ou est-ce que Pfizer, pardon, avait connaissance des données génétiques du virus, enfin de ce qu'ils appellent le virus, avant décembre 2019, parce que le gouvernement chinois a donné les données concernant le SARS-CoV-2 le 11 janvier 2020 et que les tests chez Pfizer ont commencé le 14 janvier, 3 jours plus tard.
Donc, c'est beaucoup trop court, selon Christian Terre, pour dire que pour commencer des tests, alors qu'en 3 jours, en fait, à partir des données qui venaient de recevoir de la Chine. Voilà, c'était juste pour introduire le fait que ce fameux contrat n'est pas divulgué aux députés européens. Oui, voilà. Alors on continue, parce que vous allez voir, moi aussi j'ai une vidéo, et où je vous demanderai d'ailleurs d'éloigner les enfants. Je peux te dire un truc avant? Ouais, vas-y. Oui? Ouais, parce que tu vois, moi, ça va pas marcher. Moi, tu vois, là, mon petit truc que j'ai là. Il est plus là d'ailleurs. Ah, ben il est là, voilà. Par contre, toi, si tu pouvais envoyer un petit peu de vitamine, parce que là, ça, on est bien emmerdé là. Il faut qu'il donne le lien de sa chaîne. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, alors, on continue. Donc, la définition du vaccin. Alors là, il y a 2 mots très importants. BNT 162b2, vaccin à ARN messager modifié par nucléoside, qui code pour une glycoprotéine S de pointe pleine longueur, SARS-CoV-2, optimisé, objet d'un processus de soumission continue pour BNT 162b2, initié auprès de l'Agence européenne des médicaments. Alors, moi déjà, ce que je retiens, c'est qu'il s'agit d'une protéine qui code, qui agit sur le génome humain. Hein? Ça code, c'est que ça modifie quelque chose. En tout cas, je pose la question, si ça code, ça modifie quelque chose, quoi que ce soit. Et c'est en toutes lettres dans les définitions de ce contrat. En plus, il y a un processus de soumission continue auprès de l'Agence européenne des médicaments. Si vous avez un processus continu, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Enfin, vous ne pensez pas comme moi? Ouais. Voilà. Alors, on poursuit. Alors, la crise Covid n'est pas imprévisible. Vas-y, Chloé, tu veux lire? Oui, mais ça commence par ambiguïté. Alors, Le défaut de paiement, ça commence. de paiement ne peut être qualifié de force majeure et les parties conviennent que bien que la crise actuelle du Covid-19 ne soit plus en soi une situation imprévisible, donc là on est en novembre 2020, je rappelle, elle peut encore entraîner des circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté raisonnable des parties et donc relever de la définition de force majeure. Donc ils disent d'une part que la situation n'est plus imprévisible au moment donc de la signature du contrat, juste avant la sortie des vaccins, des injections. Mais elle peut le devenir. Alors, c'est-à-dire que la crise n'est pas imprévisible, donc au moment de la signature du contrat novembre 2020, donc quelque part planifiée et contrôlée, mais elle peut le devenir en échappant à leur contrôle, cas dans lequel ils se dégagent de leurs obligations sous prétexte de force majeure. Voilà, ça veut dire que une fois que la vaccination est lancée, rien n'est garanti au niveau de... Voilà, non, mais en Mais plus, ils il admettent... couvre quand même de toute responsabilité, en fait. Hein. Absolument. Oui. Tu vas voir, En admettant que la crise est imprévisible, incontrôlable, et peut devenir incontrôlable, et si c'est incontrôlable, ce qu'on a planifié, ben, c'est plus notre bébé, quoi, hein, en gros. Ouais, c'est ça. Il se dégage de toute responsabilité. Alors, ben, je continue à lire, peut-être Chloé, ou tu veux... Non, vas-y. Alors, l'objet de l'appel d'offres santé 2020 C3043 concerne la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement pour certaines doses de vaccins à destination des États membres participants. La Commission, au nom des États membres participants, souhaite se procurer le vaccin pendant la période de la pandémie par le biais de ce contrat d'achat anticipé. Elle reconnaît que le développement clinique peut échouer ou que l'approbation réglementaire peut ne pas être obtenue et qu'en conséquence un vaccin autorisé peut ne pas être disponible. Sur la base de ce CAA, la Commission européenne demande aux prestataires de s'engager à produire et à livrer en priorité 200 millions de doses de vaccins commandées par les États membres participants via les bons de commande pour les vaccins spécifiques, au prix et conditions selon les délais convenus dans le cadre du présent CAA. Si le prestataire réussit à développer un vaccin sûr et efficace conformément aux conditions énoncées dans le présent CAA, le prestataire ou une société affiliée à celui-ci fournira aux États membres participants les doses convenues de vaccins conformément aux bons de commande pour les vaccins. Alors, vous lisez bien. C'est-à-dire que la Commission européenne... Il y a un si qui est une condition quand même. Alors, la Commission européenne reconnaît qu'elle ignore tout de l'efficacité du vaccin, qu'elle ne sait pas si le prestataire, c'est-à-dire Pfizer, pourra le développer, mais elle commande quand même 200 millions de doses, et vous verrez que plus loin, elle fait quand même un paiement anticipé. Autrement dit, elle risque la vie de millions de citoyens. Je sais pas, faisons un exercice d'empathie. Moi, je suis à la tête de l'Europe, je ne vais pas risquer la vie de milliers de gens, je ne vais pas commander un vaccin qui n'est pas efficace. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Bah oui, mais
C'est signe la à manière l'aveugle. dont c'est formulé. C'est la manière dont c'est formulé. Moi, le si dans le dernier paragraphe, il me gêne. Le si, ça veut dire que peut-être que ce ne sera pas le cas, qu'ils ne Voilà. réussiront pas à développer un vaccin sûr et efficace. Donc ça, pour moi, c'est quand même vachement important. Ah ben oui. Absolument. Il paramètre une possibilité et il se sauvegarde de toute responsabilité. Voilà, autrement dit, ils disent on paye, et vous allez voir le montant du paiement après, on paye, mais si ça va pas, on n'est pas responsable. Et on admet qu'on paye d'avance un produit dont on admet qu'il peut ne pas être efficace. Mais il n'y a pas une entreprise qui, en faisant des conditions générales de vente comme ça, garderait ses clients. Hein. Ouais, c'est du racket organisé. Ah ouais, ouais. Alors on continue. Alors Alors, j'y vais. Afin de garantir le droit des États membres participants à acquérir des doses de vaccins dans un délai donné et à un certain prix et sous certaines conditions, la Commission procédera à un paiement anticipé. Donc, c'est ce que tu disais à l'instant, le fameux paiement anticipé sans savoir si le vaccin est sûr et efficace. et donc une sorte de droit d'entrée payé par la Commission européenne. Non, mais Eh oui. c'est effarant quand même. Ah mais je comprends que ce soit effarant. Et j'aimerais savoir pourquoi les députés européens qui ont connaissance de ce contrat, certains, ne l'ont pas sorti. Le prestataire s'engage à livrer un nombre total initial de 200 millions de doses de vaccins aux États membres participants de manière collective sur leur commande, conformément au présent contrat et aux bons de commande respectifs pour les vaccins. Donc la Commission européenne a bien payé pour un produit qui doit être commandé par les États membres et eux seuls, et sans aucune garantie d'efficacité, et sans connaître le contrat. Vous voyez comment la France et les autres États membres ont été liés quand même, hein? Qu'est-ce que ça vous... Des réactions là, les amis? Des réactions, Rafi, Roger? Moi, je trouve ça affolant, mais vraiment affolant, aberrant, parce que ce sont des gens à qui on a fait confiance puisqu'on a voté pour eux, qui, sur le principe, sont dans l'intérêt du citoyen et de la nation. Et on se rend compte que la seule chose qu'ils pensent à faire et qu'ils font, c'est trouver le moyen de s'enrichir, de pouvoir voler les deniers de l'État, donc notre argent. Et comme ils ont l'expérience du passé et ils savent que certains l'ont fait, ça leur a coûté cher, ils se servent du droit et ils anticipent avec le droit pour pouvoir effectivement accuser à tort, pouvoir voler tranquillement et ne pas être molesté. J'ai l'impression d'être dans un film de science-fiction. Ah non, alors, vous voulez savoir comment c'est préparé? Mais là, le contrat, les signataires, c'est qui exactement? Parce que c'est pas. Le prestataire, c'est Pfizer. Le prestataire, c'est Pfizer. Hein. Mais signataires, il y a combien de signataires qui ont contrôlé un Ah ben il y a contrat deux signataires, il y a Stella Kyriakides, la commissaire européenne à la santé, et Nanette Cossero, présidente de la division vaccin de Pfizer. Et ces gens-là, ils sont élus et ils ont le pouvoir sur toute Ils ne sont l'Europe. pas élus, ils ne sont pas élus. La Commission Ils sont même pas européenne élus. n'est pas Ils sont même élue. pas élus et ils Elle prennent élit son le pouvoir. président, elle n'est pas élue. J'en reparlerai en fin d'émission. Par contre, moi je vais vous montrer une chaîne de fabrication. Vous allez voir. Surtout les âmes sensibles s'abstenir. Jouer transistor, ce n'est que cercle. Il est né le devenu enfant. Magnétisme pour cet événement. Il est né le devenu enfant. Le père est bien tranquille. Bon ouvrier, bon artisan. Vous avez compris contre quoi je me bats, les amis? Ouais, non mais c'est. Moi qui ai des informateurs partout, vous avez compris contre quoi je me bats? Vous avez compris ce qu'ils font dans votre dos maintenant? Tu aurais pu prévenir quand même. Et vous avez compris pourquoi il faut arrêter nos guerres d'ego, nous les lanceurs d'alerte? Bon. Non mais Ouais, je voulais le François, montrer, je t'aurais voulais pu le... prévenir Non, non, quand mais même. je voulais le montrer et je voulais que ceux qui nous suivent le voient, parce que c'est quand même hallucinant. Alors on continue les diapos.
Tu lis, Chloé? Je vais te laisser la lire là, faut que je dise ce que je viens de voir. D'accord. Le prestataire doit déployer tous les efforts raisonnables pour renforcer sa capacité de fabrication ou utiliser la capacité existante afin d'être en mesure de fabriquer et de livrer le produit à la Commission conformément aux dispositions du présent CAA. Donc, les États membres sont littéralement obligés d'acheter les vaccins sous le régime d'un contrat qu'ils n'ont pas signé et dont ils n'ont même pas eu connaissance. C'est une aberration. Franchement, sur le plan contractuel, c'est une aberration. Oui, mais je comprends ta colère de juriste, t'honore. Attends, on continue. On est dans les temps, c'est très bien. On va pouvoir débattre après. Alors, attends, parce que j'étais à quel diapo là? Voilà, attends, là. Résumé à ce stade. Vas-y, Chloé. Ok, alors on résume ce qu'on a dit dans les dernières slides. Donc la Commission européenne achète des vaccins à Pfizer en opérant un paiement anticipé, c'est-à-dire avant la livraison et sans aucune garantie d'efficacité. Deuxième point, les États membres sont tenus par un contrat signé au niveau supranational, donc c'est vraiment la Commission européenne qui signe et non pas les États membres qui suivent sans avoir le choix, d'acheter des vaccins sans garantie et sans avoir même vu le contrat. Et il est clairement spécifié que la crise Covid-19 n'est pas imprévisible, Voilà. même si elle peut devenir incontrôlée. Alors, diapo 17. À la date de prise d'effet du présent contrat, la Commission commande 200 millions de doses, dites doses contractuelles du produit, au nom des États membres participants, donc eux, ils n'ont rien à y voir, lesquels devront être livrés si le prestataire parvient à développer un vaccin fiable et efficace, conformément aux conditions énoncées dans le présent contrat d'achat anticipé. Si le prestataire parvient à développer un vaccin fiable et efficace. Ouais, Voilà. c'est Il est- ça. Voilà. Il est donc écrit que la commission qui a fait un paiement anticipé admet que le vaccin peut ne pas être efficace, mais elle commande quand même. Ouais, mais là, tu vois, ça, c'est un paragraphe qui peut se retourner en responsabilité contre eux. Ah mais le paragraphe final est encore plus beau. D'accord. J'en laisserai l'honneur à Chloé dessus. Là. Non, mais garde. Donc là, on est quoi? On est en 2020, là, c'est ça? 2020, Oui. novembre 2020. Et maintenant, on est en 2022, donc on a du recul maintenant. Oui, mais justement, on sait les Merci effets Rafik, secondaires. c'est ce que je voulais dire par rapport aujourd'hui sur la fiabilité du vaccin. Je m'excuse ou alors c'est que j'ai rien compris. On continue. Chaque État membre participant aura le droit de les revendre ou de les donner à des pays tiers ou à des institutions publiques dans le besoin, contribuant ainsi à un accès mondial et équitable aux vaccins à travers le monde. Le droit de revendre ou de donner des doses excédentaires en vertu de la phrase précédente est soumis au consentement du prestataire et dépend notamment de la réception d'une indemnisation écrite par le pays tiers ou l'institution publique destinataire du prestataire à des conditions jugées satisfaisantes. En clair, un État membre peut donner ou revendre des doses à des pays pauvres, mais ces pays doivent payer Pfizer, qui gagne ainsi sur tous les tableaux, et toujours sans certitude sur l'efficacité du vaccin. En fait, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils doivent payer. Mais ce qu'il y a de pas sûr, c'est que les doses seront livrées. Parce qu'ils nous ont dit, si le vaccin est sûr et efficace, alors elles seront livrées. Voilà, non mais c'est ça, Le paiement, par contre, est sûr. c'est ça. Alors, Alors, dans les 20 jours suivant la date de prise d'effet, la Commission communiquera aux prestataires, donc à Pfizer, un tableau indiquant comment repartir les 200 millions de doses de vaccins entre les États membres participants. Donc, c'est effectivement l'Union européenne et non pas l'Europe, je précise. Pour moi, c'est très différent. Qui répartit les doses et qui décide de tout. Nous n'avons plus aucune souveraineté. Rien de nouveau sur les cocotiers. ouais, et alors dans un cas d'une maladie vraiment mortelle, par exemple dans un cas de peste noire, ce serait von der Leyen qui déciderait qui vit et qui meurt? Non, mais moi, c'est de la débilité absolue, ce genre de truc, mais Non, mais, incroyable. ah oui, oui. Alors allons-y, ben, on est largement dans les temps, hein, puisque là il est, oui, on est largement dans les temps. Alors voilà, le prix du vaccin pour la Commission et les États membres participants pour les 200 millions de doses contractuelles sera de 15,50 par dose hors TVA. Alors c'est un prix moyen parce que le prix unitaire de chaque dose de vaccin repose sur le volume comme indiqué dans le tableau suivant.
Donc de 1 à 100 millions, c'est 17,50. De 101 à 200 millions, c'est 13,50. Dans la mesure où, contrairement aux engagements énoncés à l'article 1.6.2 et au tableau figurant à l'article 1.6.3, moins de 200 millions de doses sont commandées au titre du présent CAA, alors le prix par dose du vaccin sera ajusté en conséquence. Par exemple, si le contrat porte sur 50 millions de doses, le prix moyen sera de 100 millions par 17,50. Donc moins on commande, plus c'est cher. Hein? En outre, si une commande supplémentaire est passée par la commission et acceptée par le prestataire, le prix du produit supplémentaire, donc la dose supplémentaire, sera de 15,50 € par dose pour toute commande supplémentaire passée et acceptée par le prestataire dans les 3 mois suivant la date à laquelle le prestataire obtient la première autorisation, et 17,50 € par dose pour toute commande supplémentaire passée et acceptée par le prestataire par la suite, mais avant l'expiration du CAA. Et alors la suite? Ah, attendez. Là, et j'ai fait le calcul et vérifié par Chloé. Hein? Oui, je l'ai vérifié, effectivement. La commission accepte de procéder à un paiement initial, donc le fameux paiement anticipé, de 700 millions d'euros. Calculé ainsi, 3,50 € par dose multiplié par 200 millions de doses. À l'attention du prestataire, le paiement anticipé consiste en un acompte destiné à garantir le volume commandé et sera décompté comme un acompte sur le prix de la livraison comme défini ci-dessous. La commission procédera au nom de l'État membre participant au paiement anticipé à l'attention du prestataire, et ce dans les 20 jours ouvrables suivant la date de la facture prestataire et relative. Je laisse la parole à Chloé pour le calcul. Merci François de me laisser toujours le seul boulot à faire. Ah, tu es prof de maths, ma Chloé. Prof de maths, mais moi j'écris mes noms avec des espaces tous les 3 chiffres. Je les additionne pas comme ça avec 15 zéros. Bon, en tout, il y en a 8, effectivement. Donc, on a les premiers 100 millions de doses. Donc là, il manque un zéro. Voilà. Donc ça, c'est la version, la mauvaise version. Enfin, je suis désolée, je vais faire ma prof, mais c'est pas la bonne version. Là, il manque 3 zéros ici. Donc, c'est 100 millions, les 100 premiers millions de doses qui sont à 17,50 moins les 3,50 € d'acompte. Donc, ça fait 14 euros. Donc, 1,4 milliard pour la totalité de ces 100 millions de doses. C'est 100 millions de premières doses. Divisé par 27, puisqu'il y a 27 États membres, 27 pays. Donc, ça fait 51 851 852 € par pays pour les premières doses. Les 100 millions divisés par 27. Et puis ensuite, la deuxième partie, donc il y a les deuxièmes 100 millions, donc ce n'est pas 100 000, mais bien 100 millions, il y a 3 € qui manquent, sont à 13,50 moins les 3,50 € d'acompte, donc ça fait 10 €, ce qui fait un total de 1 milliard. Divisé par 27, ça fait 37 038 €. Donc en tout, à peu près 90 millions, 90 millions d'euros par État membre. Et en tout, et donc Pfizer a empoché 2,4 milliards au total. 2,4 milliards pour Pfizer, juste pour les 200 millions de premières doses. Et je rappelle que 4,4 milliards doses ont été commandées par l'Union européenne depuis. Donc ça fait 10 doses. Voilà. Donc vous imaginez quand même ce qu'ils ont quand même empoché. Alors on continue. Voilà. Et alors voilà, non, c'est pas celui-là, c'est l'article d'après que je me réserve. Vas-y Chloé. J'adore, il me donne tout le boulot à faire, François. Je me rappellerai des amis comme ça, j'en ai pas besoin. Un seul, ça me suffit. Non, je rigole. Alors, donc, le prestataire, donc toujours Pfizer, garantit la commission aux États membres participants que, petit 1, au moment de la livraison, le vaccin, sauf en cas de non-conformité ou de défaillance. On se rappellera ce que ça veut dire. Donc, au moment de la livraison, à satisfaire à la norme ou à l'exigence idoine, lesquelles non-conformité ou défaillance ne pouvaient être raisonnablement découvertes compte tenu de l'état des connaissances médicales. Donc là, ils se protègent, ils se disent que s'il y a un problème, ce sera parce qu'ils ne savaient pas, parce que les connaissances médicales n'étaient pas assez abouties, etc. Connaissances médicales, scientifiques et techniques au moment où le prestataire a livré le vaccin, donc fin 2020. Petit b a été fabriqué conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur et que, petit b, sous réserve de la clause de non-responsabilité du prestataire, on rappelle, donc Pfizer n'est pas responsable en cas de défaillance, quant à la non-violation des droits de propriété intellectuelle également.
Et donc, les non-conformités à satisfaire à la norme, donc la sûreté du vaccin, sont admises si elles ne pouvaient être découvertes en l'état des connaissances médicales au moment de la livraison. Or, personne ne pouvait à ce moment-là connaître les effets secondaires. Et on rappelle qu'ils nous disent que les défaillances sont ou des vices de forme sont des choses qu'on peut voir visuellement. Donc ça, tout ça, voilà. À la livraison. C'est de la manipulation. Hein. C'est de la manipulation. Alors, je continue parce que Christophe, tu vas voir la cerise sur le gâteau, le final. Et là, voilà. Alors ça, c'est la dernière diapo et c'est le fameux article 296. Et messieurs du camp d'en face, si vous m'écoutez, surtout, n'en ratez pas une et ne faites pas bugger la vidéo parce que c'est croustillant. Les obligations de confidentialité énoncées dans le présent article 2.9, donc dans le contrat, s'imposent à la commission, à l'État membre participant, alors qu'il ne connaît pas le contrat, mais c'est pas grave, et aux prestataires, donc à Pfizer, pendant la mise en œuvre du contrat, et ce aussi longtemps que les informations ou documents restent confidentiels. Sauf si, et c'est le petit b qui m'intéresse, les informations confidentielles ou les documents deviennent publics par d'autres moyens qu'un manquement à l'obligation de confidentialité. Donc, selon cet article du contrat, la confidentialité tombe si les documents deviennent publics par d'autres moyens qu'un manquement à la confidentialité. Nous, on les divulgue aujourd'hui. C'est pas nous qui avons commis un manquement à la confidentialité. Donc, messieurs les parties concernées, à partir de maintenant, vous devez de tout divulguer sous peine de manquer aux obligations de votre contrat. Alors, là, on a encore un peu de temps, on a encore... voilà, donc là, on va faire descendre le slide et maintenant, je voudrais qu'on débatte de ce qu'on a vu et entendu. J'aimerais juste encore ajouter un élément que tout le monde sait, mais que je préfère sourcer, c'est la Cour des comptes, vous savez. Alors, j'enlève les slides, Chloé, attends, j'enlève les slides, c'est parti. Voilà. La Cour des comptes a rendu un avis sur le contrat de Pfizer. Attendez, je vais juste me mettre en face des infos pour ne pas vous dire n'importe quoi. Et il a été reconnu par la Cour des comptes que la responsabilité de Pfizer était nulle, c'est-à-dire que s'il y avait un problème, c'était les États membres qui étaient responsables et qui allaient verser les indemnisations. Oui, voilà. C'est une tromperie, ça. Hein. Franchement, c'est... Alors, place au débat maintenant. Alors, Christophe, vas-y. Non, mais là, il faut quand même savoir qu'on est dans des abus de droit, mais absolus. Les articles sur la responsabilité civile, quand tu engages ta responsabilité, je vois la manipulation qui a été faite en France, notamment, simplement pour qu'il y ait les vaccinations. Parce que faire des vaccins, c'est bien, mais comment on a fait pour vacciner les gens? D'accord? On a fait deux choses qui étaient importantes pour que les gens comprennent bien la suite du cheminement. Parce que faire des vaccins, les fabriquer, puis après les faire injecter, ça nécessitait une deuxième tromperie. Une deuxième tromperie qui a été organisée par l'État, notamment en faisant deux choses qui étaient importantes. En faisant semblant de déclarer la guerre et en deuxième état, de mettre l'État en état d'urgence, de telle manière que la Constitution française et les articles de la Constitution soient mis en stand-by. Et notamment, tous les articles qui concernent l'intégrité physique. Donc il faut bien comprendre que la manipulation d'un contrat tel qu'on le voit, tel qu'il est fait, où il se déresponsabilise à l'absolu, ce qui est un scandale, mais invraisemblable. Alors qu'à l'intérieur même du contrat, quand tu vois tous les si ou les conditions qu'ils imposent, ça peut se retourner contre eux. Si tu as des très gros juristes, ils sont capables de les mettre par terre avec ce contrat-là. Eh bien, s'il y a des grands juristes, vous avez les coordonnées de l'émission qui défilent en bas. Je serai très heureux de parler avec eux. Non, mais c'est complètement dingue. Et ils ont fait ça pour tous les pays. Mais tu te rends compte quand même. Moi, je suis content de voir un truc comme ça. Parce qu'il y a un moment donné, la vérité, il faut qu'elle saute au visage des gens. Hein. D'accord? Merci, Chloé. Mais voilà. Donc, moi, ça m'a... Mais tu te rends compte les aberrations qu'il y a dans ce contrat. Franchement, les aberrations. Alors, on va laisser un peu la parole à Rafi et à Roger, là. Et après, Chloé et moi, on conclura. Ah, vas-y, Roger. Ouais. Moi, très simplement, il y a deux questions qui me viennent tout de suite à l'esprit
Et je vais vous dire, je vais vous soumettre, parce que ça mérite quand même un travail en profondeur avec tout ce qu'on vient de voir. Moi, j'ai carrément l'impression qu'ils ont anticipé et ils se sont dédouanés d'office du principe de précaution. Après, je ne suis pas un grand spécialiste du droit commercial, mais il me semble que déjà, sur le moyen de paiement et l'organisation du paiement de ce contrat dans le droit commercial, il y a, à mon avis, un vice de forme. Et puis la dernière, c'est pour tous nos auditeurs, comme moi, hein, citoyens français, c'est que je considère que c'est une agression de leur part. Et quel est le type de légitimité que nous avons par rapport à une telle agression? Parce que là, répondre comme on fait aujourd'hui à tout cela, je pense que nous sommes en légitime défense. Voilà, j'ai terminé. Ok. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que bon, ça fait 8 jours qu'on parle qu'on va faire un dossier brûlant, explosant et tout ce qu'on peut, et tout est quanti. Et effectivement, il est tellement explosif qu'on a des problèmes techniques, en veux-tu, en voilà. Là, on a pu constater avec le technicien, ça pète dans tous les sens. On a passé des coups de fil de l'autre côté aussi au niveau de TVADP. C'est la même histoire. Donc, les gars, soyez un peu fair-play quand même, quoi. Il y a des trucs qui sont dits, mais sérieux, maintenant assumez, parce qu'on dit les choses, c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez un droit de réponse et venez nous voir, il n'y a pas de problème. Vous avez le numéro qui défile, on vous a invité, faites l'effort, bon sang. Au lieu de saboter comme vous êtes en train de le faire, et venez vous exprimer, vous avez la parole, et on vous la donnera avec beaucoup, beaucoup de clarté, il y a sans problème. Voilà. Non, en tout cas. Alors, bien, les problèmes techniques ne m'étonnent absolument pas. D'ailleurs, j'en profite pour redire à ceux d'en face, ça suffit. Vous savez que moi, vous ne pouvez pas me faire taire, vous ne pouvez pas me censurer. Et vous savez aussi que si vous touchez à un cheveu de la tête des gens qui sont là ce soir, je ferai donner la puissance qui me représente. Moi, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Maintenant, Chloé, le mot de la fin? Non, le mot de la fin, c'est que maintenant, ils doivent publier ce contrat. C'est dans l'article que tu as montré tout à l'heure. Voilà, ils doivent le publier, oui. Ils ont l'obligation contractuelle de le publier. Voilà, on les a mis devant, effectivement, l'obligation contractuelle de s'exercer. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, vous saviez que c'est expérimental, donc vous êtes de mauvaise foi. Contente de ne pas avoir pris ce truc. Bonne soirée, que Dieu vous bénisse, merci. Est-ce qu'il y a des questions là, Sandra qui est en régie, est-ce qu'il y a des questions? Je peux intervenir par rapport à ce que tu viens de dire? Oui. Je vais répondre à cette personne qui parle d'expérimental. Au moment où ce dossier a été édité, ce contrat, on peut lire dans les pages quelque part comme quoi ils étaient en phase 3. Donc, c'est déjà terminé à l'heure qu'on parle. On n'est plus en stade expérimental. Tout à fait. La phase 3, c'est encore expérimental. Hein. D'après le contrat, ils ne sont plus en phase expérimentale. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Ça évite les tests. Les autorisations de mise sur le marché disent bien que la phase 3 se termine en 2023-2024 et celle de Moderna était censée se terminer en fin 2022 et ça a été repoussé à 2024, décembre 2024. Voilà, et alors d'ailleurs, je profite... C'est un jeu de responsabilité, c'est tout. Hein. Ça joue que sur les responsabilités. Et alors je profite pour, tu parles de 2024 Chloé, je profite pour faire une annonce que j'ai vue passer, puisque Madame von der Leyen veut brouiller les cartes, puisque pour les élections européennes de 2024, elle veut faire des listes transnationales maintenant. Alors je vous dis tout de suite, madame, si en Occitanie, il y a sur les listes des gens qui ne sont pas français, qui ne viennent pas ici parce que la campagne électorale, je vous garantis qu'elle va être mouvementée, parce qu'ici, ça ne passera pas. Ouais, donc, tu peux expliquer à ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement transnational, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir que des députés sur la liste des députés européens français, là, les dernières élections, tu avais que des Français. Là, tu pourras avoir des Français, des Autrichiens, des Espagnols, des Portugais, des Allemands, des Irlandais.
Bon, là, on est en train de tuer la nation, en fait. Hein. Ah ben c'est ce qu'ils veulent. Moi je vous dis ici, si jamais il y a une liste comme ça, la campagne électorale elle va être mouvementée. Donc, au lieu du drapeau bleu, blanc, rouge, il faudra mettre des étoiles. Hein. Voilà, non mais t'as tout compris. C'est déjà le cas. Chaque fois qu'il y a une prise de parole de l'Élysée, on voit bien le bleu avec les étoiles. Hein. Je voulais faire un jeu de mots, c'est tout. Voilà. Ben, écoutez les amis, on était dans les temps. Hein. Là on va pas tarder à rendre l'antenne. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut ajouter quelque chose? Oui, bah moi, comme je le dis à chaque fois, par rapport à Agora TV, je pense que c'est un petit peu partagé par tout le monde. Voilà, il y a eu, on va dire, quelque chose qui a été démontré, montré et expliqué. Mais évidemment, on n'est pas là non plus pour vous forcer à croire ou pas croire. Moi, je pense que chacun de vous est libre de se faire son opinion. Tout à fait. Surtout pas de critiquer parce que ça ne sert absolument à rien. Critiquer pour critiquer, c'est du vent, c'est perdu, c'est un pavé dans l'eau. Mais critiquer pour construire, là, oui, je vous invite à le faire. C'est facile de dire, ouais, machin, comme on a entendu tout à l'heure, ce que tu nous as dit. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à avoir une opinion, à discuter entre vous, parce que je vois dans le chat, ça discute pas mal, et essayer de vous apporter des réponses. Moi, je ne suis pas là pour vous donner une opinion, j'ai mon opinion, et évidemment, chacun est libre d'avoir son opinion. Alors, il y a une question pour Christophe, là, le juriste. Alors, que faire si un patron qui nous oblige à la que faire si un patron nous oblige à la vaccination pour pouvoir continuer à travailler? On fait quoi? Alors, il y a déjà une chose qui est très simple, d'accord? C'est la demande que fait le patron ou n'importe quelle autorité qui te domine, le mettre par écrit, mettre son nom, son prénom et qu'il signe avec une date. À partir de là, la personne peut faire, quand elle a le document, demander d'engager la responsabilité personnelle du signataire si jamais il y avait des conséquences de la vaccination. Voilà. Et là, tu en as 99% qui ferment leur gueule. Excuse-moi, c'est ta façon de dire qui me plaît bien. Bon, on peut prendre une dernière question avant de rendre l'antenne. Là, est-ce que Sandra, qui est en régie, il y a des questions? Non? Bon. Chloé, tu veux ajouter un mot de conclusion? Bon. Portez-vous bien, mes chers. Et voilà. On continue vers la vérité jusqu'à ce que tout soit dévoilé. De toute façon, nous, les lanceurs d'alerte, on continuera à prendre des risques pour vous informer. Et le meilleur hommage que vous puissiez nous rendre, c'est bien évidemment de résister et de bouger quand on vous appelle à bouger. Je vous appelle à regarder ma vidéo de vendredi, où là, nous allons nous amuser beaucoup, puisque j'ai récupéré aussi le grand oral que Van der Leyen a passé quand elle a été candidate à la présidence de la commission. Et vous allez voir que mis en filigrane de la vidéo que nous venons de faire, c'est à mourir de rire. Hein? Par exemple, quand elle dit que sa préoccupation sera la sécurité dans la santé des Européens. Elle dit ça dans son grand oral. Alors les amis, je remercie bien évidemment Chloé, bien sûr, d'être venue. Et alors, on fera certainement une seconde émission, mais cette fois-ci avec des députés européens, pour leur poser quelques questions. Donc les amis là qui est en plateau, je compte sur vous pour la faire. Hein, j'attends les appels des députés européens. Vous pouvez, pour toute question, écrire à l'adresse de l'émission qui défile. D'accord? Et bien sûr, nous les lanceurs d'alerte, on se tient à votre disposition. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, vive la liberté, vive l'humanité, vive le peuple et vive la vie. Et à bientôt. Et à bientôt. Et à bientôt. De nouvelles aventures. Et on vous aime évidemment. Hein. Gros bisous à tout le monde. Chloé, tu pars toujours à l'aventure. Merci Rafi. Merci Chloé. Allez. Amitié, merci.